tout le monde, merci d'être à nouveau si nombreux. Donc à nouveau, ce format dialogue, c'est un nouveau format qu'on met en place qui consiste à faire dialoguer deux acteurs de la culture du bâti, donc dans l'esprit de la CUB, la Fondation pour la culture du bâti, qui a été constituée récemment et qui réunit maintenant 17 membres fondateurs. Et pour cette première édition, le phare s'associe au patrimoine suisse, section vaudoise, pour aborder ensemble le thème de la réanimation. Alors, on a ce soir Nicolas Delachaux, architecte à Lyon, spécialiste en sauvegarde du patrimoine et auteur de nombreuses restaurations, et spécialiste de la question du patrimoine, spécialiste technique pour la section vaudoise, n'est-ce pas? Et Claude Di Lello, qui est l'ancien architecte de la ville de Lyon, également membre de la section vaudoise du patrimoine suisse, et à la Fédération vaudoise des entrepreneurs, qui est également membre de la CUB. Voilà. Et puis un mot sur le mot réanimation, qu'on essaie de réhabiliter avec ce petit cycle de discussion, étant donné qu'il n'existe pas de bon équivalent français au terme anglais de reuse ou italien de riuso. On parle de réhabilitation, de rénovation, de transformation ou de restauration. Souvent, on se réfère donc à l'enveloppe, au substrat matériel, mais rarement à l'usage. Dans les années 70, André Corbeau proposait le terme de réanimation pour désigner une opération de rénovation touchant plutôt au contenu d'un bâtiment ancien, à son programme, là où la restauration, au sens strict, se concentre en général sur le contenant. Donc réanimer, pour Corbeau, c'est littéralement redonner de l'âme, comme l'indique la notice étymologique qui figure sur la fiche, insuffler une nouvelle vie à un bâtiment. Donc la réanimation consiste à rechercher des valeurs symboliques, le sens que le bâtiment a déployé au cours des siècles, afin de trouver une adéquation avec sa réaffectation contemporaine. La réanimation, c'est donc un sujet à portée citoyenne qui est porté par les politiques, les administrations, les défenseurs de la société civile, comme Patrimoine Suisse, et les architectes sensibles que nous avons invités pour ces conférences. Alors, un petit résumé de l'épisode précédent, pour ceux qui n'étaient pas là. Nous avions Laurent Villemier et Suzanne Hard qui ont présenté la Maison du désert, et Boris Beckman et Philippe Guyard qui ont présenté le presbytère de Torrance-Glières en Haute-Savoie. On a eu un débat assez classique entre restauration et conservation. La première attitude, qui sera attachée plutôt à la tradition de Viollet-le-Duc, tend un peu à effacer la distinction entre passé et présent. Il s'agit de poursuivre la restauration jusqu'à aujourd'hui, faire, d'après les mots de Laurent Villemier, que l'on ne sache pas vraiment ce qui appartient au bâtiment original et ce qui a été apporté dans le projet de restauration. Donc une restauration dans la continuité, alors que pour GBAU, l'identité du bâtiment, elle est inscrite dans les pierres, dans la structure de l'édifice, dans sa matérialité. Une attitude qui est plutôt rattachée à Ruskin, comme on disait. Il s'agit de conserver et marquer la rupture. Ce soir, on a le plaisir de recevoir Maria Saïs et Vincent Rapin, qui sont Maria Saïs, vous êtes architecte urbaniste formé à l'Université Polytechnique de Madrid, et Vincent Rapin, vous êtes architecte CPFL. Vous êtes tous deux invités à la Haute École d'ingénierie et d'architecture de Fribourg, et merci beaucoup d'être venus. Vous nous présentez ce soir en particulier un projet qui nous intéresse dans le cadre du thème de la réanimation. C'est la fondation de la Croisée de Joux à l'abbaye, dans la vallée de Joux, qui est une réhabilitation très très fine et dans laquelle on ne voit pas forcément quelle est la partie qui est nouvelle, la partie qui est ancienne. Et pour discuter avec vous, on a invité un architecte qui vient de Bessin, de Mendrisio. Martino Pedrotti, vous êtes architecte EPFL également, établi à Mendrisio et professeur invité à l'Académie actuellement. Vous avez plusieurs restaurations attractives, on a affiché quelques-unes dans l'exposition derrière, et on vous a également invité à cause de votre travail intitulé Les recompositions, qui rime très bien avec le mot réanimation. Et on va vous demander de nous expliquer le sens de votre démarche dans ce projet qui a duré une quinzaine d'années déjà, je crois, et quelle définition vous donnez au patrimoine dans cet exercice de recomposition, et en quoi cette définition intercède avec le paysage, le territoire et les humains qui peuplent. Donc voilà, après on va vous faire simplement dialoguer sur vos projets respectifs avec nos invités. Je vous donne la parole pour commencer.
Lausanne, où j'ai étudié. Donc c'est toujours une émotion de revenir sur ces lieux. Je vais vous présenter deux travaux, c'est-à-dire un travail et une série de travaux qui, disons, qui appartiennent tous à la même famille de travaux, si l'on veut, c'est-à-dire en premier la rénovation d'une structure rurale dans un village tout près de Lugano, à Pregassona, et après, comme a été dit par M. Fauchot, je vais venir sur les recompositions, les travaux en général, pas seulement les recompositions que j'ai fait sur les bâtiments. Montagne dans la vallée de Blegno et dans la vallée de Malvagna. Alors je commence. Voilà, je commence par ce premier projet. Il s'agit de la rénovation de ce complexe-là qui s'organise autour d'une cour. Vous voyez, ça c'est une photo ancienne des années 30, du 33 exactement. Le paysage a beaucoup changé. Ici, c'est la périphérie de Lugano maintenant. Vous voyez ici la cour, le plan des murs porteurs, avec une partie destinée originairement à l'habitation, avec des étables au rez-de-chaussée et des étables autour. L'état initial de la construction, vous voyez une situation assez compromise. Et évidemment, on ne voulait pas se vinculer, disons, à cette image pour le projet. Alors, on voulait par contre rechercher quelle était la nature intime de ce bâtiment avant de commencer à faire le projet. Alors, pour faire cela, on a commencé avec une maquette qui reprend ou qui montre, disons, les murs porteurs. Que ça. Il faut aussi dire que l'état des dalles et de la toiture qui étaient en bois était très mauvaise. Et donc, il aurait fallu les démolir, en tout cas. Et donc, on a estimé que le vrai point de départ de notre travail, de notre réflexion, devait être celui-là et pas ce qu'on a vu dans l'image précédente. Une autre chose qui nous paraissait important, c'était de garder, disons, ou de ne pas aller contre, disons, la typologie, si l'on veut, ou le caractère profond du bâtiment, en introduisant des escaliers, des couloirs, etc. dans cette structure que vous voyez. Elle est pratiquement une succession de volumes très bien définis, un à côté de l'autre, d'auteur de 10 mètres, plus ou moins, puisque le bâtiment il avait originairement 3 étages. Et donc, il fallait combiner ces problématiques. On a réussi à ne pas... je peux vous demander de déplacer la petite flèche qui me déconcentre. Merci beaucoup, excusez-moi. Donc on a essayé de faire cela, c'est-à-dire d'introduire un système de circulation dans ce bâtiment. Et là, je parle surtout de cette partie ici, qui est devenue, disons, la maison primaire, alors que ces espaces-là, ils sont devenus des espaces secondaires, etc., mais non, disons, chauffés et habités toute l'année. Alors, dans ces 3 tuyaux d'espace de 10 mètres d'auteur, on a imaginé d'introduire des dalles, non plus à la même hauteur des dalles originelles, mais à différentes hauteurs. Donc, dans ce premier tuyau vertical, je l'appelle comme ça, on a introduit la dalle à cette hauteur, en laissant une double hauteur en bas. Dans le tuyau central, on a remis les dalles plus ou moins à la même place qu'à l'origine. Dans le troisième, on a mis la dalle à moitié. Et de cette façon, on a réussi à créer une succession d'espaces dans lesquels on peut déambuler d'un espace à l'autre, soit horizontalement, soit verticalement avec des escaliers qu'on verra dans les images successives, mais surtout sans introduire un système de circulation fait de cages d'escaliers, de couloirs, etc., qui aurait complètement, disons, qui aurait représenté une violation, je dirais même, de la nature de ce bâtiment. Alors vous voyez ici la coupe avec ces 3 espaces verticaux. Après, il y en a un autre derrière qui n'est pas visible ici,
avec les dalles à des hauteurs différentes et la possibilité de bouger soit horizontalement, soit verticalement, on verra après avec les photos, d'un espace à l'autre. Vous voyez ici, on est, disons, au rez-de-chaussée. Pour finir, le seul niveau qui est resté, disons, le même, c'est le rez-de-chaussée qui est naturellement au niveau, disons, 0. Mais à partir de ce niveau-là, on n'a plus les 2 étages qu'on avait auparavant, c'est-à-dire 2 dalles à la même hauteur, non, qui croisaient tous les espaces à la même hauteur, mais on a une succession de volumes qui varient seulement dans la proportion, dans la dimension, mais qui sont très semblables, en fait. Parce qu'il y a des passages, il y a des escaliers, il y a des fenêtres de dimensions différentes, de proportions différentes, mais et surtout à un niveau différent. Et ça, c'est ce qui caractérise chaque espace. Et aussi un peu sa fonction, parce que évidemment, on a fait de manière qu'on puisse arriver jusqu'aux chambres sans passer au salon, sans passer des chambres, etc. Ça a été assez compliqué de faire que cela soit possible. Alors, on se promène dans cet espace, ça c'est, disons, le rez-de-chaussée, la cour elle est ici à droite. On peut, par exemple, monter de ce côté. On arrive ici, par ce passage, on arrive à la salle à manger. Ici, de côté, il y a une autre petite descente à la cuisine. Mais si on continue, on monte encore un petit peu. Vous voyez ici la salle à manger. On arrive dans ce autre espace qui, lui, après, avec une autre petit escalier, exactement fait de la même manière, mais d'une autre longueur des autres, permet d'arriver jusqu'aux chambres. Ce que nous paraissait très important aussi, c'était de rentrer dans chaque espace successif, non seulement en plan, mais aussi en coupe, frontalement, c'est-à-dire pas par la dalle, en faisant, disons, un trou dans la dalle et l'escalier qui monte, mais toujours en faisant des percements dans les parois. Donc, soit en horizontal, soit quand on monte, on rentre toujours dans l'espace successif, frontalement, et pas par le bas. C'est aussi une raison pour laquelle, excusez-moi si je retourne, on a fait arriver les escaliers jusqu'à l'autre côté. Non? Donc, on arrive vraiment... et on a éliminé tout espace, disons, qui aurait pu être assimilé à un espace inutile ou de circulation. Et après ici, si on regarde par cette fenêtre à gauche, c'est-à-dire par cette fenêtre-là, on voit la cour qui est en bas. Et c'est une image de la photo, de la façade, pardon. On a transformé la position, ou disons, on a bougé la position des fenêtres le minimum possible pour, disons, être cohérent par rapport à la nouvelle situation qu'on retrouvait derrière, c'est-à-dire non plus 3 étages ou 2 étages, Ré plus 2, disons, tous au même niveau, mais une succession d'espaces à différents niveaux. Donc là, il y avait une sorte de balcon ici. On a tout simplement cette porte-là qui était à la même hauteur de celle-là, on l'a montée un petit peu, puisque la dalle maintenant elle est là. Cette ouverture, on lui a changé un peu les proportions. Là. Le balcon était là et simplement en faisant ces 2 petits changements, l'image de bâtiments structurés sur 3 étages, disons, a disparu. Voilà, ça c'était mon premier projet que je vous présentais. Et maintenant, je pars avec les recompositions, mais pas seulement. Et je vous montre en fait 4 types d'interventions. Je vais essayer d'être un peu rapide puisqu'on a 20 minutes. Il s'agit de rénovation de bâtiments qui ne sont plus utilisés maintenant, qui dans le passé faisaient partie de cette économie de transhumance, donc qui était utilisée de forme temporaire pendant les mois plus chauds de l'année, et qui était un peu partout le long de certains parcours dans les Alpes tessinois et non seulement. Donc là, ici on a des petits
Là, c'est la vallée de Malvaglia, dans une image des années 40. Celui-là, c'est un petit noyau, je ne sais pas si on peut dire comme ça, mais un petit village qui, jusqu'aux années 40, était habité toute l'année, comme celui-là. Ça, c'est D'Andrio, ça, c'est Madra. Et après, pendant les mois d'été, les gens montaient, vous voyez ici le petit cheminement, et ils arrivaient jusqu'à 2000 mètres d'auteur, ici, non, où les arbres disparaissent. Il existait des alpages avec des petits, vous voyez ici, ces petits volumes, ces petites étables qui, évidemment, aujourd'hui ne sont plus utilisées. Alors, qu'est-ce qui se passe? Ou bien on les laisse, on les abandonne et on les laisse s'écrouler, hein, ce qui passe très, très, très souvent, ou bien ils sont rénovés et transformés en bâtiments de vacances pour le fin de semaine par les familles, même propriétaires, donc qui font ça de forme directe. Alors là, vous voyez la vallée de Malvaglia avec tout ce système incroyable de cheminement qui, évidemment, n'était pas là pour se balader en touriste, mais c'était vraiment le réseau de travail, disons, de cette économie agricole d'autres montagnes. Là, vous voyez les deux petits villages qu'on a vus avant dans la photo. Et celui-là, c'est le sentier que je vous ai montré et les petites maisons qui étaient dans la photo précédente. Là, c'est D'Andrio. Cette dame pourrait être sur le chemin, sur le cheminement justement que je vous ai montré en allant jusqu'à 2000 mètres. Ici, je vous montre la vallée à son entier, avec la position de ces villages. Les deux qui étaient présents sur la première photo historique, c'est les deux ici, mais il y en a d'autres, il y en a 5. Anzano, D'Agro et celui-là, j'ai oublié le nom. Pendant l'été, les gens, hop, ils montaient à 2000 mètres avec ces animaux. En général, c'était les femmes et les enfants qui restaient en haut. Là, dans cette série d'alpages, ici c'est Chiro où j'ai travaillé, c'est beaucoup. Après, je vous montre. Giumello, on a travaillé là aussi. Quarney aussi et tous les autres. Ça durait plus ou moins 3 semaines, la permanence ici en haut. Et il y avait des stations, des stations, je ne sais pas comment dire, aussi intermédiaires. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas seulement les deux extrêmes, c'est-à-dire ça et ça, mais aussi au milieu, il y avait toute une série de stations intermédiaires. Une idée de la forme urbaine, si on peut dire, non, de ces villages, les deux de la première photo, D'Andrio, Madra, ici Anzano aussi. Et en haut, des groupes d'étables essentiellement très très simples, très très faits avec des moyens très très, disons, pauvres et locaux, c'est-à-dire de la pierre sèche et du mélèze, avec une forme d'agrégation plus puntiforme. Alors, je vous invite à remarquer celle-là ici, puisque je vais vous la montrer plus en détail, et ce groupe ici, en bas. La première est celle-là, c'est une maison sur laquelle, une étable sur laquelle on n'a pas travaillé, mais je vous la montre pour, voilà, pour vous dire qu'est-ce qui se passe quand les bâtiments de ce type-là ne se sont pas encore écroulés, mais il manque assez peu, et aussi pour vous montrer le caractère de ces bâtiments-là sur lesquels on a travaillé, et après je vous montrerai de quelle façon. Ça, c'est l'intérieur. Les gens que je vous disais, ils restaient ici quelques 2-3 semaines. C'est un genre d'économie qui a disparu dans les années 50, 60, hein, donc assez récemment. Par contre, ça, c'est le deuxième groupe que je vous ai montré sur la photo aérienne. Vous voyez les 6 étables ici, complètement écroulées ici à cause d'une avalanche de neige. Disons, l'abandon n'est pas seulement du bâtiment ou des bâtiments de l'architecture, mais aussi du paysage. Vous voyez ici, par exemple, cette prairie assez libre, et aussi ce groupe de petits bâtiments ici
qui est déjà au-dessus de la limite des bois, un bois de mélèze, dans une image des années 40 aussi. Et ici, dans une image des années 2000, on voit la prairie qui est déjà subdivisée en deux parties avec les bois qui avancent. Et ce groupe de bâtiments-là qui est déjà complètement pris à l'intérieur du bois. La même région, mais photographiée récemment. Là, on voit la prairie dont je vous ai parlé. Et là, c'est le groupe de petites tables déjà à l'intérieur du bois. Je vous montre cette photo parce qu'en succession avec celle-là, ça me permet de faire un petit saut dans le temps et dans l'espace. Ça, c'est les Andes, très, très, très brièvement, au Pérou, où j'ai vécu quand j'étais très petit. Je vous montre ça pour montrer que le phénomène de l'abandon de ce genre d'économie et de réalité n'est pas quelque chose qui a vraiment intéressé, disons, pas seulement le Haut-Tessin, mais c'est un phénomène généralisé. Alors là, on est dans les Andes. Là, c'est moi, avec mon frère, dans les années 70. Et ça, c'est une photo des années 70. Donc, on est à 4000 d'altitude, tout près disons, dans le sud du Pérou. On voit ces structures-là qui sont assez pareilles aux structures qu'on connaît au Tessin. La photo est du 74. Et là, j'ai eu l'occasion de retourner il y a 2 ans aux mêmes endroits, après 40 ans. Et ça, c'est exactement le même endroit après ce laps de temps. La chose, disons, surprenante, là on est encore au Pérou, avec ce genre de structure. La chose surprenante, c'est que aussi du point de vue formel, il y a des similitudes impressionnantes. Donc ça, c'est le Pérou, non? Vous voyez l'enceinte avec un petit bâtiment pour le pasteur et pour la personne qui s'occupe des animaux. Et là, on est au Tessin, donc la même chose, une enceinte avec ce petit refuge ici. Voilà, c'était une introduction peut-être un peu longue pour, bon, disons, contextualiser le travail sur les 4 travaux que je vais vous montrer. J'essaierai d'être un peu plus rapide. Alors, dans ce cas-là, c'est mon premier travail, juste après le diplôme en 96. Donc, c'est un projet du 96, une réalisation du 96. On avait eu la chance de nous retrouver avec un bâtiment en très bon état. Donc, on n'avait pas à faire avec ce dilemme incroyable. Qu'est-ce qu'on fait s'il faut refaire le toit? Et on ne va pas réussir à refaire un toit, disons, qui ne donne pas l'impression d'être quelque chose de complètement étranger au bâtiment original. Donc, tout ça, les murs étaient droits, le toit était en ordre. J'ai tout simplement, disons, substituer quelques morceaux de bois, quelques poutres qui étaient pourris, et donc on l'a substitué avec des morceaux de mélèze qui est coupé, disons, sur le lieu. Et après, on est allé introduire, disons, dans la partie la plus favorable pour nous, pour les gens, disons, qui voulaient y passer les fins de semaine, c'est-à-dire la plus sèche, la plus détachée du terrain, c'est-à-dire ici, un petit noyau avec une petite cuisine, un double lit, un espace, disons, pour manger, pour se reposer. Et alors qu'on a laissé sans toucher la partie basse, qui était destinée aux animaux originairement, alors que là c'était le foin ici, et la partie arrière qui originairement était destinée aux gens, c'est-à-dire était la maison, mais qui évidemment n'était pas l'endroit le plus confortable, parce que le plus confortable, objectivement, il était destiné au foin, c'était le plus sèche, le plus détaché du terrain. Donc c'était une forme d'introduire disons une nouvelle fonction, en respectant simplement aussi pour faire le minimum possible, hein, du point de vue économique aussi, en se mettant dans cette partie-là détachée du sol.
cette fenêtre, disons, est le seul signe, si l'on veut, que quelque chose avait passé là-dedans. Elle n'existait pas. Non, mais on avait des nécessités liées à la chasse. Et alors, on a fait cette fenêtre qui a un volume qui substitue le volume de pierre qui était là avant de faire la fenêtre. Mis sous la radice, comme on dit en italien, qui fait de architrave. Je vous montre là c'est moi encore, 20 ans après. Je vous montre cette photo-là simplement pour dire que pour moi c'est très important quand c'est possible, et quand c'est le cas aussi, de participer disons, directement aux travaux. Et les 4 projets que je vous montre, celui-là était le premier, ils ont été faits par d'autres personnes aussi, dans certains cas par beaucoup d'autres personnes aussi, mais toujours aussi avec moi-même en première personne. Je trouve que faire les choses soi-même est aussi une forme de recherche, une forme de vérification, une forme de connaissance plus profonde, disons, de la préexistence sur laquelle on est en train de travailler. Le deuxième projet, c'est celui-là. Là, on est à Chir, et donc vraiment à 2000 mètres d'altitude. Il s'agissait non pas d'introduire une nouvelle fonction, c'est-à-dire la maison pour le fin de semaine, mais il s'agissait de simplement faire de la manutention, de l'entretien du toit. Auparavant, les gens qui montaient tous les années, ils faisaient son petit entretien tous les années. Et là, les bâtiments ne sont plus utilisés et donc ils passent des dizaines d'années, 10 années, 15 années sans que personne ne bouge une pierre. Et évidemment, ce genre de toit-là, il est très fragile. La neige, le vent, le gel, les pierres bougent, l'eau commence à rentrer très facilement. Et la toiture en bois, la structure commence à pourrir. Donc il fallait non pas refaire le toit, mais il fallait renforcer quelques éléments en bois structurels. Vous voyez ici, derrière la personne, ici, derrière, il y a une poutre qui était en train d'être nouvelle, coupée sur place aussi, qui était en train d'être enfilée dans le toit, non pas pour substituer, mais pour doubler la poutre originaire qui était en mauvais état. Ce qu'on a fait ici, profitant de cette opération, ça a été changer le détail de la rencontre entre le toit et le mur. Donc ici, on peut lire très bien la tectonique du bâtiment, non seulement pour ce qui concerne le mur, qui est évidente, mais aussi pour ce qui concerne le toit. Vous voyez la structure ici qui sort, qui est visible. Là aussi, il y a un peu d'ombre, mais originairement, on voit les mélèzes les plus fins qui sortent là où sont appuyées les pierres. Et nous, on a, disons, donné avec cette opération de changement de détail qui a été fait en refaisant la partie périphérique du toit. Ça n'a pas été refait le toit, seulement le périmètre. On a donné, c'est amusé, à donner un caractère plus plastique, si l'on veut, plus atectonique, plus similaire, si l'on veut, à ces pierres-là erratiques qui sont présentes dans le paysage et qu'on trouve un peu partout. Donc, dans un certain sens, on a presque renforcé, si l'on veut, un caractère d'éléments isolés dans le paysage qui était déjà présent, en le rendant plus similaire, si l'on veut, à une forme, disons, plastique, dont la structure n'est pas si évidente. Voilà, maintenant j'arrive aux recompositions. Et là, la situation initiale, évidemment, était différente. On est toujours à Chir, on devine ici la grosse pierre que je viens de vous montrer avant. Et
la réflexion, tout simple, ici a été, qu'est-ce qui se passe si on, tout simplement, prend les pierres qui se trouvent à l'extérieur du périmètre originel du bâtiment et on les met à l'intérieur. On les remet, disons, dans le périmètre original. Et c'est ce qu'on a fait. Ça, c'est le tout premier. C'était le très petit, hein, peut-être 3 mètres et demi par 3 mètres et demi. On était là, moi et le photographe. Le photographe a fait cette photo le matin. Après, on a travaillé tout le matin, on a mangé. Et l'après-midi, quand le soleil était de l'autre côté, on a refait la photo. Et disons, le but ici, c'est, disons, on peut voir ce travail de plusieurs points de vue. J'ai déjà entendu beaucoup d'interprétations, des interprétations très plausibles auxquelles moi, je n'avais pas pensé du tout, par exemple. Mais disons, si on veut rester sur le technique, qu'est-ce qu'on fait ici? On annule, c'est-à-dire on annule définitivement ce qui est l'espace privé, c'est-à-dire l'espace intérieur, qu'ici, il est encore présent, non, un petit peu. Donc, en créant le tumulus plein, évidemment, il n'y a plus d'espace, il n'y a plus la dimension privée, fonctionnelle du bâtiment qui n'a plus aucune raison d'exister, elle est effacée, une fois pour toutes. Mais la dimension publique du bâtiment, c'est-à-dire de point de repère dans l'espace, oui, essentiellement ça, point de repère dans l'espace, est tout à fait là, elle est restaurée d'une manière presque absolue, c'est-à-dire en ramenant le bâtiment et sa signification dans le paysage à son état d'origine. Le volume est beaucoup plus bas, beaucoup plus petit par rapport au volume d'origine, mais tous les cailloux sont là, donc disons c'est plus compact, mais disons la force, et on le verra dans le prochain que je vous montre, où il y en a deux, une détruite, une qui n'est pas détruite, on voit que disons les poids sont toujours les mêmes. Voilà, celle-là. Là, ça nous intéressait beaucoup, disons, qu'est-ce qui se passait ici, une fois réalisée la recomposition, une fois réétabli ce rapport entre les deux bâtiments, qu'est-ce que cet espace qui, si l'on veut, c'est l'origine de l'espace urbain, non, ce petit 2 mètres fois 4. Là, les choses sont devenues plus sérieuses du point de vue, disons, de l'effort physique nécessaire. Donc, disons, dans le projet auparavant, c'est moi-même, un ami et mon fils qui l'a fait. Et là, on était 30. Je n'ai pas de photos à vous montrer, mais après, j'en ai d'autres sur Jumello. Il y avait des familles, des enfants, c'était une fête qui a duré 2-3 jours, et c'était très, très, très beau. Vous voyez 1, 2, 3, 4. Et évidemment, c'est un travail qui concerne, bon, ça dépend de l'entité de chaque intervention, mais en général, ça devient de plus en plus important. Et là, c'est des collègues qui viennent, des amis, des copains, des familiers, des étudiants aussi. Et là, vous voyez tout Chéro qui est recomposé, je ne sais pas comment dire. Vous voyez le tout premier que je vous ai montré, les deux ici, les 4, et même celui auquel on a changé le détail entre toi et Pierre. Donc c'est un travail sur l'espace public. Moi, je trouve que oui, l'espace public, non, qui est restauré, non, ramené à son état d'origine, et la présence de ces bâtiments, elle est toujours là, dans sa force, disons, d'origine. Là, on passe de l'autre côté
de la vallée. On est à Giumello. Ici, c'est une situation différente. Vous voyez, c'est plus compact. Hein, le groupe des tables avec tous ces espaces ici qui forment déjà comment dire, là on est, ou bien on est dedans, ou bien on est dehors du village, pour ainsi dire. Non, alors que dans l'autre, à Chero, on était toujours dehors, dans un certain sens. Là, il y a vraiment une relation très forte, non, de groupe. Et là, c'est une très belle image des années du 24, hein, quand il n'existait pas encore les reliefs photographiques du service topographique suisse. Les gens, ils se baladaient encore avec la grande machine à photo sur les épaules. Et c'est celui-là. Ça, c'est un zoom de la même photo, en 24. Cette photo, c'est nous qui l'a fait. Pino Brioschi, c'est le photographe qui a fait toutes les photos, disons, de mon exposé. Vous voyez, en 2013, après l'abandon de Giumello, dans les années 50, il y a plus que 4 étables encore, disons, sur ces murs. La situation d'origine, prise par le haut, avec tous ces espaces disparus, effacés, ces espaces urbains, ces espaces publics, effacés par la présence des pierres, et la présence encore de ces espaces privés, mais évidemment compromis. Là, j'ai une photo des travaux. C'est une affaire de famille aussi, ma femme ici, mon fils, ma fille, des étudiants, des copains, des collègues. Voilà, le tout dernier projet que je vous montre. Là, on est allé encore au-delà, hein, c'est 2 minutes. Il s'agit d'une petite étable, toujours à Chero, dans des conditions très très précaires, presque très proches de s'écrouler, toute seule. Vous voyez, on a fait un relief très très détaillé, photographique, et aussi, disons, au mètre. Vous voyez ces photos de l'intérieur. On peut deviner ici un bâtiment impossible à rénover, à restructurer, disons, à ramener à sa splendeur, disons ainsi, sans le refaire, non, ce qui n'a aucun sens. Et alors, on a poussé la réflexion un petit peu plus au-delà de ce qu'on avait fait avec les autres interventions, et on l'a démonté. On a fait une décomposition, si l'on veut. Là, je l'ai fait avec mes étudiants de 2e année à Mendrisio, avec beaucoup de respect, naturellement, avec beaucoup de... en donnant un an à chacune de ces parties constructives, etc. On a décomposé le bâtiment, on a séparé les piode qui serviront pour la restauration de ce toit-là, alors que le bois qui a été mis de côté, il sera probablement utilisé pour des petits travaux de construction ou bien pour la cheminée. Voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup Martino. Sans transition, on change de vallée et je vous passe le micro. Bonjour, alors merci beaucoup aussi pour l'invitation. Donc vous pouvez pas si bien dire, parce qu'effectivement on va changer de vallée, mais on va continuer un peu sur le même thème, donc ça va faire un petit peu la liaison. On avait
fait, il y a quelques années, une conférence sur le... il y a aussi la petite... qu'on avait intitulé « Réagir ». Et puis on avait décliné ça en plusieurs thèmes de réagir, donc agir à nouveau, réagir dans le sens de se confronter à quelque chose en réaction à quelque chose, etc. Et puis là, aujourd'hui, vous nous proposez ce thème de réanimation. Donc on a essayé de prolonger cette réflexion. On est allé chercher aussi sur un sens. Vous aviez parlé avant de redonner une âme. On est parti dans un sens peut-être un peu plus médical. Compenser la défaillance d'un organe ou d'un système vital. Ce qui nous a interpellés ici, c'est qu'il ne s'agissait pas d'un tout qu'il fallait réanimer, mais qu'en fait, dans un corps, c'est un élément, un cœur, un poumon, un élément qui est défaillant et puis qui est celui qui permet de redonner vie à un système. Le mot compenser aussi, compenser la défaillance, on est allé chercher un peu. Compenser, réagir de façon à rétablir un équilibre physiologique en contrebalançant ou en neutralisant les effets pathologiques d'une maladie. Donc, on est parti à la recherche de ces pathologies à travers le travail qu'on fait au bureau avec l'équipe qu'on a chez nous. On va présenter plusieurs projets qui ne sont pas là tellement pour montrer le projet, mais plutôt pour illustrer ces thèmes qu'on pourra peut-être en discuter après. Et on finit par le projet de l'abeille, c'est celui que vous aviez... Donc, pathologie 1, l'abandon. Organe vital à compenser, la fonction, la valeur d'usage. Organe vital à préserver, la valeur patrimoniale. Donc là, on est dans des objets dont la fonction n'est plus en vie. On a le bâtiment, mais ce pourquoi il a été bâti n'a plus lieu. Et on doit recycler cette chose qu'on hérite. Donc effectivement, on change de vallée. On est en vallée, dans le Val de Bagne. Entre Sarrier et Lourtier, donc ça marche comme ça. Ça, c'est le village de Lourtier. Un peu plus haut, il y a le village de Sarrier. Là, on n'est pas dans la même situation comme dans tes projets où vous êtes au-dessus des arbres. On est en fait dans une station entre deux villages, dans l'ancien chemin qui reliait les deux villages. On est dans une situation qui, avant, était un peu comme ça, avec des petites granges dans le paysage. Et on a dû transformer celle-là. Bon, là, elle est déjà transformée. On est dans un contexte où, en fait, contrairement à ce qu'on a vu tout à l'heure, les terres, elles continuent à être utilisées. Donc, il y a effectivement les foins, les bêtes qui viennent là. De ce côté-là, plutôt des vaches. De ce côté-là, plutôt des moutons. Mais les bâtiments ne sont plus utilisés parce qu'on vient, on redescend dans le village et puis ce genre de bâtiments sont abandonnés. Donc, il s'est agi ici de lui redonner une fonction et puis d'essayer de préserver effectivement sa valeur patrimoniale. Donc, on s'est glissé... cette typologie de bâtiment, normalement, il n'y avait pas du foin dessus, c'était plutôt un grenier. C'est pour ça qu'il y a ces petits éléments qui séparent la partie basse de la partie haute pour éviter que les souris puissent monter et manger le grain. Pardon. Donc, voilà, ça c'est l'étage intermédiaire, celui qui est surélevé, où on a juste logé la pièce à vivre. À l'étage du dessus, on a organisé un petit peu des chambres sous forme de cabine à bateau. Et puis, dans la partie basse, on a glissé une boîte qui permet aussi d'accéder directement par le bas en hiver.
en termes d'intervention, le chasseur était passé avant nous. Et puis, en fait, il y avait effectivement cette grande fenêtre du chasseur qui nous a permis de maintenir une grande ouverture, parce que dans ce genre de bâtiment, le problème, c'est que si on fait une fenêtre, on dénature un petit peu le bâtiment. Alors là, comme elle était déjà là, on a eu cette excuse un peu pour la garder. Et c'est un peu comme dans la photo que tu as montrée tout à l'heure, l'endroit où l'intérieur sort à l'extérieur, l'extérieur entre à l'intérieur. Et à l'intérieur, c'est tout un autre univers, c'est un peu un autre confort, on va dire. C'est effectivement un logement, ce qui n'était pas le cas avant. Un logement où effectivement on doit chauffer, donc il y a une cheminée qui fonctionne un peu entre cheminée et pyrolaire pour on peut la soulever, elle continue à chauffer. Le reste des fenêtres, elles s'organisent en enlevant un tout petit bout de madrier et puis en laissant la fenêtre au fond pour que en fait, ça apparaisse comme une ombre dans la façade et on ne perçoit pas la fenêtre. Et à l'intérieur, c'est juste une petite fenêtre coulissante. Ça, c'est la partie basse qu'on a vue tout à l'heure, de l'autre côté. Et le dessin de ce qui se passe derrière, un petit peu en fonction de ces grues, et puis on reste en retrait pour pouvoir le laisser un peu respirer, pas venir se... Ça, c'était la grande porte où on rentrait. Dans ce même thème, il y a un projet à Yverdon, c'était au bord de la Thièle, donc on est juste là. C'était un ancien bâtiment, une distillerie de pommes de terre qui n'était plus une utilité. Et puis la ville d'Yverdon a décidé de faire un concours pour en faire un conservatoire de musique. Volontiers. Donc là aussi, on est dans une logique où la nouvelle vie du bâtiment vient de l'impulsion d'un nouveau programme. Et puis le deuxième élément qui peut-être a conduit, et on ne va pas être très long sur ce projet, mais le geste, disons, de ce projet est également un événement extérieur au bâtiment qui est lié à la Thièle. C'est-à-dire qu'on a ce bâtiment qui est posé en bord parce qu'il utilisait précédemment l'eau du canal. Et puis, avant la correction des eaux du Jura, on avait une nécessité de se tenir à une certaine hauteur pour éviter les inondations, puisqu'on avait des variations assez importantes des niveaux d'eau. Ce qui n'est aujourd'hui plus le cas. Le niveau de la Thièle ne bouge pas de plus de 5 ou 10 cm. Donc le nouveau programme du conservatoire est les corrections de l'eau du Jura qui règlent cette question une fois pour toutes, nous ont permis une intervention, nous ont induit une intervention de notre part assez importante dans ce projet. Tu peux passer, qui consiste en fait à complètement retrancher le mur que l'on voyait tout à l'heure, qui formait digue. Voilà, on le voit sur cette image, à couper le mur et à loger pratiquement au niveau, la maquette ne le montre peut-être pas très bien, mais pratiquement au niveau voilà, de l'eau, toute une série de petites cellules qui permettent aux musiciens de travailler individuellement avec leurs professeurs, comme ça, au fil de l'eau. Donc une transformation très brutale qui est induite par les éléments expliqués précédemment, et puis qui permettait, parce que une grande partie de ces locaux ont été gagnés en sous-œuvre, en excavation, en volume supplémentaire. Donc cette intervention permettait, comme on le devine par ces grandes fenêtres, de profiter des volumes et des hauteurs spécifiques à la fonction précédente industrielle, où il y avait des fûts, où il y avait toute une série d'éléments qui avaient disparu, mais dont on a pu maintenir les qualités spatiales et en faire profiter un certain nombre d'espaces du conservatoire. Pathologie numéro 2, tabula rasa. Donc l'organe vital à compenser, c'est l'échelle, la centralité. L'organe vital à préserver, c'est les fragiles traces qui sont encore visibles
une fois que cet événement tabula rasa est arrivé. C'est le projet de Marsens, c'est une école en Gruyère, donc ça illustre assez bien le paysage dans lequel on se trouve. Et on est dans ce village de Marsens qui était un petit village un peu comme ça, avec ce hôpital psychiatrique qui en fait a commencé à s'étaler un petit peu partout, comme ça, et puis qui a perdu un petit peu le sens de sa centralité. Je vous précise, en fait, là on avait l'ancienne école. Ici, on a une topographie où il y avait un ruisseau qui descendait par là. Et en fait, à un moment donné, ils ont comblé, ici, ils ont effacé toute la trace de ce petit ruisseau. Et puis, on a une énorme esplanade qui va jusqu'à cette école qu'ils ont construite il n'y a pas très longtemps. Et qui faisait une énorme place qui n'est plus du tout à l'échelle de ce que peut être un centre du village et qui efface toute cette trace de cette rivière. La seule chose à laquelle on pouvait un petit peu s'accrocher, c'est cette petite chapelle qui à l'époque était une chapelle de pèlerinage. Et donc tout ça, évidemment, il n'y avait pas. Il y avait un petit chemin ici qui s'appelait Au Village et qui a complètement été effacé par cette tabula rasa. Donc dans cette situation, voilà, ça c'était un petit peu le constat à l'arrivée. On a décidé de se positionner ici, un peu au milieu de tout ça, pour diviser un petit peu en deux cette grande échelle et puis bon, laisser un peu respirer ou garder le souvenir de cette topographie. Et puis de cette manière-là, on arrive à créer des cadrages un peu comme ça sur l'ancienne école, dans ce sens-là, sur l'église, enfin sur la chapelle plutôt, pardon, et puis dans ce sens-là, vers le paysage et la topographie. On a arrivé, en venant se mettre très près comme ça de la chapelle, à avoir une petite envie de place du village ici, entre la chapelle et l'école, sur le bord du chemin au village. Alors, en fait, c'est assez rare qu'on puisse faire avec un bâtiment, tout d'un coup, créer un lieu dans un village qui n'existait pas ou qui était effacé. Et ça, c'était assez beau comme expérience. Voilà, ça c'est un peu les cadrages vers le paysage là-bas, cadrage vers l'ancienne école, qui aujourd'hui est la maison de commune. Bon, on coupe sur le bâtiment. Et voilà, c'est cette envie de placette qu'on a essayé de créer ici, avec un bâtiment qui garde un petit peu un volume similaire à ce qu'il y a autour. Pathologie numéro 3, épuisement du système, saturation. Organe vital à compenser, c'est le contenant. En fait, le bâtiment auquel on s'attaque n'arrive plus à fonctionner avec le contenant. Donc il faut, pour des questions que les murs ne tiennent plus, ou pour une question que le programme qu'on a mis dedans ne marche plus, qu'on a essayé de lui faire beaucoup trop de choses à ce bâtiment. Donc il y a une notion de réhabilitation, extension, changement de la typologie, etc. Dans ce cas-là, l'organe vital à préserver, en fait, c'est justement le contraire, c'est le contenu, l'usage et la fonction et la vie. Le bâtiment, il est très vivant. Enfin, ce qui se passe dedans est très vivant. Et il ne faut surtout pas que par notre actuation, on tue cette âme qui en fait existe. Donc là, on est à l'Abeille, à la vallée de Joux. Et on se trouve ici, dans ce village qui a été bâti sur les traces d'une abbaye, totalement disparue. Voilà le village. On a ici une église, un cimetière, la cure, l'hôtel de ville, qui est le bâtiment qui fait l'objet
qui va faire l'objet du projet qu'on vous présente. Et puis une série de bâtiments ici assez pauvres, d'habitation, assez modestes. Et puis un grand vide depuis 1966 parce que le village a connu un incendie important qui a détruit toute cette partie-là qui était alors complètement bâtie et dense. Donc on n'était pas du tout dans une situation de vide, la place du village étant ici, avec l'école qui est en face, pardon. Donc voilà une image, le bâtiment de l'hôtel de ville est ici, on a la tour là-bas de l'église, et puis on a ici tout ce corps de bâtiment, tout ce volume de bâti ici, toutes ces toitures qui disparaît en 1966. Une image d'époque encore, on voit l'école et l'hôtel de ville, qui était flanqué d'un bâtiment ici adjacent. Voilà, l'objet du concours consiste à réhabiliter l'hôtel de ville qui, depuis 40 ans, ne fonctionne plus comme un hôtel de ville, mais a été repris d'abord par une paroisse ou des paroissiens qui en ont fait un lieu d'accueil, accueil au sens très large de gens qui ont besoin de poser leur valise un moment, de gens qui passent par là, de gens qui ne sont pas forcément en forme. Et puis petit à petit, ce lieu s'est un petit peu professionnalisé et depuis 30 ans est devenu une fondation qui s'appelle la Croisée de Joux et qui a continué à proposer un accueil au sens large, même s'il est un peu plus spécialisé et accompagné de personnes en difficulté psychiatrique et sociale. Et puis, dans cette idée de garder un accueil, ils ont toujours pratiqué une forme d'hôtellerie et recevaient des résidents, recevaient des promeneurs, des marcheurs, et les résidents, en fonction de leurs possibilités, de leurs capacités, travaillaient à l'accueil de cette maison. Donc voilà, comme le disait Maria, le bâtiment est devenu obsolète, problème de niveau partout, des petites marches qui le rendent plus aux normes, des problèmes de risque incendie et aussi des questions de confort parce qu'on a plusieurs personnes dans des petites chambres avec des sanitaires complètement vétustes. Donc un besoin de revoir tout ça et d'agrandir aussi pour offrir un peu plus de confort. Donc nous avons proposé une extension à ce bâtiment, ici, dans le prolongement, dans le volume de ce qui existait précédemment, avant l'incendie. On avait proposé aussi au stade du concours de construire ici une espèce de grand volume, de grands espaces couverts pour rebâtir, redensifier ce centre, quelque chose qui a failli nous faire perdre le concours parce que tous les voisins trouvaient ça absolument atroce parce qu'ils se sont habitués à ce vide et ils ne veulent en aucun cas le perdre. Donc voilà, le projet consiste effectivement à ajouter un volume et puis pour nous il était important de continuer à lire, de garder une forme de hiérarchie et que l'hôtel de ville restauré reste le bâtiment principal et que son extension soit marquée comme une extension très clairement définie avec une corniche qui vient plus basse que le bâtiment principal et une façade et un volume qui se soumet. Ici, c'est le bâtiment de la cure dont on parlait tout à l'heure. Donc on a vraiment aujourd'hui un ensemble entre la cure, l'hôtel de ville, l'extension et l'église qui est derrière, qui forment le cœur du village. Au niveau de l'expression de la construction, on a voulu travailler aussi avec des repères locaux, avec des bâtiments qui se protègent, avec des toitures qui descendent le long des façades, des bardages qui viennent protéger les façades sur les façades les plus exposées au vent. Tu veux parler de la typologie ? Ça, c'est les schémas qu'il y avait sur les planches du concours. Donc ici, on a le bâtiment tel qu'il était au début. Et puis, on l'a dépouillé un petit peu de toutes les choses qui n'étaient pas
un potentiel ou qui était là plus pour brouiller les pistes que pour clarifier la situation. Donc on se retrouve avec un bâtiment qui en fait est très large dans les deux sens. Nous on vient se caler dans la même largeur, donc on est toujours très large. Et pour le laisser respirer, on va sortir de cette partie-là les circulations qu'on va mettre ici à côté, comme ça ces vieux murs n'ont pas besoin de s'occuper d'un ascenseur, d'un escalier qui doit avoir un certain norme, etc. Tout ça, on le met à côté, tranquille au bilou, sans beaucoup de bruit. Ça, c'est un peu plus près. Donc, quand on vient ici, on arrive à lire qu'en fait, il y avait d'abord une première intervention qui après s'est étendue. Ici, il y a une petite chapelle au premier étage. Et on a ces éléments très profonds ici. Donc ici, c'est l'endroit où il y a un peu près le moins de lumière. Donc on a essayé d'organiser entre le constat de cette largeur et puis le fait qu'on mettait la cage d'escalier ici, un système de salons qui viennent très profond dans le bâtiment pour organiser autour des duos de chambres, en fait, chambre, salle de bain avec une fenêtre, s'il vous plaît, et un petit hall d'accès qui fait qu'il y a une seule porte dans la salle de bain. Donc, cette situation où il y a une porte de chaque côté, on trouve ça assez inconfortable. Et du coup, la maison peut fonctionner avec on peut lire le fonctionnement à plusieurs échelles, donc par 2 personnes qui partagent une même salle de bain, par 4 personnes qui partagent un même séjour, même si en fait on peut passer d'un séjour à l'autre parce qu'ils sont plus ou moins, ils ont des fonctions différentes. Il y en a un, c'est le salon télé, l'autre c'est la bibliothèque, l'autre c'est une salle de repassage, etc. Et puis on organise comme ça un système d'espace en enfilade pour aller chercher la lumière, tac, et les chambres qui s'organisent autour. Ça, c'est le plan du rez-de-chaussée. Donc, ça, c'est le restaurant qui, en fait, est un restaurant qui accueille aussi les visiteurs et les gens qui utilisent les chambres d'hôtes. Une cuisine qui s'est professionnalisée là derrière. Et puis là, dans cette partie-là, plutôt la partie administration, au rez-de-chaussée. À l'étage, avec la même structure, mais cette fois, il y a les chambres qui sont là, tac, tac. Ici, c'est cette salle de repassage où on repasse les draps pour tout le monde, mais aussi pour les chambres d'hôtes. Ici, c'est le salon télé. Ce qu'on verra peut-être aussi après dans les images du projet, mais qu'on lit déjà sur les plans, c'est qu'il y avait aussi une forte, effectivement, comme le disait Maria, cette répartition de 2 chambres autour d'un petit hall et d'une salle de bain, puis de 4 autour d'un espace de séjour. Il y avait une volonté de trouver un plan très domestique et que cette institution ne soit pas lue comme justement un bâtiment institutionnel, mais comme une grande maison. Et que finalement, les 20 résidents on casse comme ça l'échelle et on arrive vraiment à chaque fois à retrouver une espèce de petit appartement ou 2 appartements par étage, même si on est complètement dans une vie communautaire. Voilà, ça c'est le dernier étage qui est devenu dans ce projet complètement dédié à l'hôtellerie. Donc on a sur la gauche une grande salle qui est mise à disposition des hôtes quand c'est des groupes qui se présentent, et puis une série de chambres à 2 ou 3 lits dans la partie existante. Donc dans la coupe, dans la coupe, on a ici toute la colonne de circulation, les petits passages qui amènent vers les séjours et les chambres de ce côté-là. Dans la coupe, là, on coupe dans la circulation et on arrive à l'autre séjour de ce côté-là. Ça, les chambres d'hôtes sont dans les combles ici, et puis là, on a le grand salon dont parlait Vincent tout à l'heure. Donc voilà quelques photos du bâtiment. Ça, c'est l'extérieur. Ça, c'est le restaurant dans lequel les résidents mangent tous les jours, et puis on peut aussi aller manger si on est de passage dans la région.
un de ces salons. Bibliothèque, tu veux expliquer l'histoire? Non, mais ce qu'on peut expliquer là, c'est vrai que dans cette idée de domesticité, de recherche, de typologie qui parle vraiment d'une idée de maison et de logement, dans la matérialité, on a aussi cherché à l'idée des personnes qui viennent vivre là, viennent là pour se reconstruire. On a parié qu'il pourrait être intéressant de leur donner des repères, même s'ils sont inconscients, et de travailler. Alors, il y a un petit côté historisant peut-être dans les matériaux et dans les détails, mais il y avait cette idée de essayer de ramener à une mémoire collective ou se dire que c'est une maison dans laquelle on aurait pu grandir peut-être, ou on aurait pu avoir une grand-mère, et finalement être comme ça rattaché à quelque chose d'assez banal, d'assez ordinaire, et qui puisse effectivement parler de la maison, parler de la vie de famille voilà, qui est souvent quand même un élément manquant ou marquant pour les personnes qui vont dans ce genre d'établissement. Il y a aussi un travail au niveau de la matérialité sur les dalles qu'on voit ici. C'est un bâtiment qui, pour des questions de normes, n'a pas pu garder des planchers bois, donc on a dû couler des dalles en béton partout, y compris, également dans le bâtiment ancien. Là, on se trouve dans le bâtiment ancien. Du coup, on a repris le dessin des plafonds existants dans la maison en les inversant, en faisant un négatif, puisqu'on a repris ces dessins qu'on a posés au fond du coffrage avant de couler les dalles. Bon, ça c'est le salon en haut. Là, on est dans la partie neuve. Vous disiez avant que vous aviez visité le bâtiment et qu'on ne savait pas très bien où était la partie neuve, où était la partie ancienne. Donc, effectivement, en fait, le projet est né de la partie ancienne et puis on est sorti dehors un petit peu avec les mêmes réflexes. Ça, c'est les chambres d'hôtes. Bâtiment à l'extérieur. Et ça, c'est un bonus. C'est le concours pour le prieuré de Puyi qui a eu lieu juste avant Noël, qu'on n'a pas gagné. On a eu un deuxième prix. Donc, comme il ne verra jamais le jour, on profite pour vous le montrer, partager avec vous. Donc, on se trouve à Puyi. Donc là, il y a le lac, la rue qui traverse Puyi. Il y a ce prieuré qui est constitué par plusieurs corps de bâtiments et puis l'église qui est là avec une terrasse sur les vignes et un bâtiment qu'il fallait proposer ici sur des ruines romaines. Donc le concours était double, il fallait et proposer un musée et proposer la reconstruction de ce volume qui n'était pas très vieux mais qui en fait ne répondait plus du tout ni aux besoins ni aux normes, et puis comme il n'était pas de grande valeur, il fallait le démolir et puis reconstruire quelque chose. Il y avait aussi toute la partie des aménagements de ce parking, de ces jardins d'enfants qu'il y a ici. On va seulement parler de celui-là, puisque c'est là qu'il fallait réanimer. Les ruines, c'est difficile. Les ruines romaines, on a essayé de les réanimer. Mais... Ouais, moi j'aimerais bien une fois réutiliser des ruines romaines. Pas juste aller les voir depuis un balcon. Donc voilà, je vais repartir depuis un peu c'est le même discours que pour l'abeille. Donc ça, c'était le bâtiment existant. Il y avait ici tout plein de petits passages, de petits recoins entre cette partie-là et cette partie-là. Déjà, pour comprendre comment ça marchait les niveaux, c'était un casse-tête pas possible. Ici, on est un demi-niveau plus bas que là, dans cette cour. Donc voilà, on a mis en jaune tout ce qu'on pouvait enlever et garder la structure du bâtiment et essayer de proposer un système qui clarifie un petit peu le tout, qui laisse respirer un peu le bâtiment et puis qui règle tous ces problèmes de connexion. Donc, on a installé ici
un mécanisme, on peut dire presque, d'escalier et ascenseur qui en fait nous permettait par ces petites marches à chaque fois de donner accès puis de régler les 2-3 marches qu'il y avait à chaque fois dans chaque niveau, parce que dans ce bâtiment-là, en fait, on ne pouvait pas démonter les dalles. Donc, il y avait tout un rapport de conservation du bâtiment qui nous empêchait, donc on devait garder tous les niveaux. Donc, on a proposé aussi, un peu comme à l'abeille, un espace central qui distribue le tout et qui, bon, accessoirement, c'était des parois qui étaient ouvertes dans la partie haute pour essayer de faire rentrer un maximum de lumière ici. Ça nous permettait d'avoir peu de couleurs parce que ça, c'était aussi, ça avait une valeur d'usage, c'était utilisé pour de l'archivage, enfin des archives du quotidien. Et dans cette partie-là, on a à peu près le même système que là. Et en fait, on rentre dans une galerie qui nous permet de monter un demi-niveau pour rejoindre les bureaux ou descendre un demi-niveau pour venir dans la salle paroissiale. On avait donc cette cour et ce passage qui vient sur la terrasse. Ça, c'est un peu les plans habités. Donc, on a le bâtiment existant dans lequel on voit bien ici tous ces niveaux, et puis celui-là qui nous permettait de régler le niveau entre la cour intérieure et la terrasse. Donc, les deux seuls endroits où on a dû proposer une façade, c'était là et là. Donc, ça, c'est la façade intérieure de la cour. Bon, le passage vers la terrasse, avec, bon, il y avait des arcs qu'il fallait préserver aussi ici. Cet escalier qu'on a vu avant qui nous permet de régler ces petits niveaux ici. Et cette extension, donc, c'était une donnée de base de faire le prolongement de la toiture de l'église pour aussi, ça je pense que c'était assez bien vu, pour garder cette unité de prieuré. La grande difficulté, c'est de mettre tout ce qu'il fallait mettre dans ce bâtiment sans percer la toiture. Donc avec tout ce système de demi-niveau qu'on était arrivé. Et puis de proposer cette façade qui est continue et puis qui là est percée de manière à pouvoir reconnaître ce qui est église et ce qui n'est pas. Ça, c'est le retour de cette façade. La cour intérieure. Et voilà, ça, c'est l'angle de ça. Voilà, tout ça, c'est les gens qui ont participé à tous ces projets. Et j'ai juste oublié de mettre Michel Bonvin dans les photos, qui a fait toutes les photos de l'abeille. Merci beaucoup pour ces présentations. J'invite tout le monde à se lever, se resservir, manger, boire et participer aux discussions. Et merci d'allumer. Ouais, c'est juste sur le côté. Et puis on va commencer directement. Il y a un micro qu'on va simplement laisser parmi le public. Comme ça, vous n'allez pas vous gêner directement. Le micro vous appartient. N'hésitez pas à poser vos questions spontanément. Ah, magnifique. Merci beaucoup. Bon, on peut classer les architectes qui manipulent les métaphores mécaniques et les architectes qui manipulent les métaphores organicistes. Ce soir, on est sûr, on a deux architectes, enfin deux groupements d'architectes qui travaillent avec le corps, avec les métaphores médicales. Je voulais démontrer avec l'étymologie sur l'affiche que le mot réanimation n'arrivait qu'en 1960 dans le vocabulaire médical. Mais ce soir, finalement, on parle de pathologie, on parle de problèmes de corps, disons. Et de votre côté, Martine Pedrosi, vous avez montré avec quelle tendresse vous manipulez ces pierres comme si c'était des ossuaires trouvés dans des tombes. Et d'ailleurs, vous construisez des sortes de regroupements, de recompositions qui ressemblent un petit peu à des tombes. Donc, on dirait que vous traitez l'architecture, ces petites structures comme des personnes à part entière.
Donc c'est pas une vraie question, c'est pour lancer un peu les discussions. Voilà, est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Est-ce que vous voulez commencer ici? Ou est-ce que... C'est parti. Oui. Moi aussi. Allez-y. Vas-y. Bon, c'est pas une question, c'est une réflexion. On se posait la question en venant ici de cet héritage qu'on reçoit pour les bâtiments historiques et de cette contrainte qu'on a de les garder ou pas, et puis jusqu'à quel point ça devient un petit peu... Enfin, il y a cette question entre garder une trace ancienne parce que c'est un témoignage, et puis il n'a plus tellement d'usage, etc. Je me posais aussi la question par rapport à ces granges de montagne, de se dire, bon, ben, est-ce qu'on ne pourrait pas tout simplement les laisser partir et puis que la nature reprenne son lieu. Et avec en fait des projets, j'ai trouvé ça vraiment très beau parce que ça se situe exactement à mi-chemin de ça, pour moi. C'est peut-être pas ça. Mais il y a cette question qu'on continue à reconnaître la trace de ce qu'il y avait eu ici. Et non seulement la trace, mais ça commence à devenir un petit peu latent. On sent par le plein et le vide qu'il y a entre les pièces. On s'y sent un peu, on s'imagine bien comment c'était avant, il y a cette trace, mais c'est une trace qui est tout à fait dans une installation dans le paysage, qui met en valeur le paysage, et en fait c'est plus fort que de se dire on laisse le paysage juste s'effacer, enfin récupérer ce qu'il y avait avant. Et je trouve ça, il y a une dimension très, très belle dans ça. Je peux dire merci. On a vu des projets absolument magnifiques. Il y a beaucoup de poésie, autant chez l'un que chez l'autre. Il y a toute cette notion médicale, mais au-delà de la notion médicale, en fait, c'est toute la sensibilité des matériaux, du site. On est en même temps dans la réflexion sur la matière, sur la dégradation de la matière, mais aussi sur la dégradation de l'urbanisme de ces petits villages. Et effectivement, alors je rejoins tout à fait ce que tu dis, je trouve ça absolument magnifique de retrouver la forme, la trace au sol, mais en redonnant en fait autant l'espace intérieur plein et retrouver le vide sur l'espace public. C'est vraiment beaucoup de poésie, beaucoup de qualité. Vous avez invité Patrimoine Suisse. Si tous les architectes travaillaient de cette manière-là, Patrimoine Suisse n'aurait aucune raison d'être, en fait, tout simplement. Bref, moi juste relever que c'est vraiment des très très beaux projets. Il y a énormément à dire, on a vu énormément de choses et ça soulève évidemment plein de réflexions, mais je pense qu'il faut ouvrir les questions au public. Moi j'avais une question pour toi assez oui. terre à terre, Oui. justement par rapport à Patrimoine Suisse, par rapport aux autorités, par rapport comment est-ce qu'un projet comme ça est classé ou perçu? Est-ce que tu as dû demander des autorisations? Est-ce que tu as fait ça et comment ça se passe? Bon, ça a commencé petit à petit, non? C'est-à-dire on n'a pas commencé avec le plus grand. Effectivement, le tout premier, on l'a, celui de 3,5 mètres par 3,5 mètres, on l'a vu, et en réalité, entre la réflexion et l'exécution, 6 ans ont passé, mais du moment que j'ai proposé ça au photographe et lui il a dit on le fait, j'aime beaucoup l'idée, on l'a fait sans rien demander. C'est des ruines en général qui ne sont plus, même plus, disons, enregistrées sur le registre foncier, hein, donc qui n'ont plus de propriétaire, des fois, hein, pas toujours. Et donc, on a commencé en douceur. Et après, quand les choses sont devenues un peu plus, disons, visibles, non? Et quand aussi on a eu des gens qui nous ont aidés, surtout des étudiants appartenant à une institution, etc., dont les choses devaient être un peu plus officielles. Et là, oui, on a demandé, mais déjà sur, disons, en pouvant montrer ce qu'on avait fait auparavant et donc qui avait été apprécié.
Et donc, on a eu le permis très, très facilement, mais ça a été toujours des permis, disons, qui ne sont pas passés à travers des bureaux, disons, simplement, on a, par exemple, ces bâtiments-là, quand ils se détruisent, ils reviennent au patriziato, c'est-à-dire le regroupement des anciennes familles qui ont leur, disons, organes, disons, qui gèrent leur propriété. Simplement, eux, ils nous ont dit, non, à voir, oui, vous pouvez le faire, donc on l'a fait. Mais on n'est pas allé plus en haut, si l'on veut, dans notre... Oui. Juste aussi une affirmation par rapport à ça. Bravo pour ce travail. Mais il reste ailleurs, dans d'autres régions aussi, un travail similaire à faire. Ça me faisait penser à ces constructions du sud de l'Italie, Itolos, aussi, qui remplissaient la même fonction d'abri pour les bergers et qui aussi, au fil du temps, s'écroulent. On voit dans les publications crollato, partiellement écroulé, partiellement écroulé, et rien ne se fait. Donc c'est une belle réponse qui a apporté à ça, bravo. À propos de ça, j'aimerais dire que pour moi, c'est assez important d'avoir un lien direct avec cette réalité. Moi, je ne suis pas littéralement de cette vallée-là, mais d'une autre à côté. Mais j'ai connu dans mon enfance ces réalités-là, etc. Et je considère personnellement important de faire ce genre de travail sur, sur des réalités qu'on connaît, dont on est un peu partie de l'histoire. C'est une forme disons, de définir un autre final de cette histoire. Disons, personnellement, je trouverais des difficultés à me transporter au sud de l'Italie et moi-même, personnellement, faire ce genre de travail, peut-être sans demander trop à droite et à gauche, non, ça serait complètement différent. Mais ça pourrait avoir du sens si on coinvolge, diciamo, si on participe disons, ouais. C'est une forme de revalorisation à minima, en fait. On redonne un sens en faisant le minimum avec les matériaux locaux. C'est excellent. Pour reprendre la question, tous les cantons, je pense, ne réagiraient pas tout à fait de la même manière. On a quelques cas ici dans nos préalpes aussi de ces chalets qui disparaissent, qui tombent. On est hors zone à bâtir, la loi devient de plus en plus difficile. Je travaille actuellement sur le cas d'un ancien chalet qui n'était même plus assuré par les CA. Il a fallu remonter toute la pente pour le réhabiliter, sans quoi, en fait, il devait même être complètement détruit, en fait, dès le moment qu'il n'a plus d'usage agricole. Donc ça pose beaucoup de questions. Et autant l'Office fédéral comment ça s'appelle, l'Office fédéral du paysage, de l'urbanisme, de l'aménagement du territoire, pardon, précisément, a édicté quelques règles en fait par rapport à ces petites constructions de montagne, dès lors qu'elles peuvent être réhabilitées, qu'elles peuvent être réutilisées. Et c'est une belle manière aussi de les restaurer, de les valoriser, comme vous l'avez fait d'ailleurs en Valais. Il y a beaucoup de similitudes d'ailleurs entre l'un et l'autre. Les matériaux sont différents, mais on voit que l'aménagement intérieur, à l'intérieur du bois ou à l'intérieur de la pierre, était très proche. Beaucoup de sensibilité dans ce sens-là. Très bien. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Juste une question par rapport à ces projets. Est-ce qu'ils ont un impact dans la région? Est-ce qu'ils créent de l'intérêt? Est-ce que les gens viennent les voir? Est-ce que ça change aussi la vision que les gens de la région ont sur le territoire et donc sur l'économie du territoire? Ce qu'ils ont perdu, parce que c'est une trace que vous montrez, c'est aussi très très violent aussi pour montrer comment une région a perdu une partie de son économie. Oui, il y a un double niveau, si l'on veut, d'intérêt. Il y a l'intérêt des architectes oui, il y en a quelques-uns qui montent en été voir ces travaux-là. Mais il y a aussi
l'intérêt de la population locale qui effectivement a abandonné ces bâtiments et dont cet abandon est vécu avec un peu de chagrin. Non? On le perçoit, non? C'est présent, c'est réel. Et donc, quand ils voient ce genre de travail-là, ces personnes qui peut-être, ils ont les parents, les grands-pères, etc., les grands-mères qui montaient effectivement dans des étables, ils apprécient beaucoup en général. Ils éprouvent un certain soulagement, même si l'on veut, pour ce genre d'intervention. Donc, il y a un peu, disons, la réaction disons, professionnelle dans la nôtre, mais aussi la réaction plus émotionnelle, disons, des gens locaux. Et oui, maintenant c'est connu, c'est connu au Tessin, ça passait à la télé, etc. Donc, il y a tout le monde qui connaît. Oui. Tu connais, je pense, le travail de cet artiste Andy Goldsworthy, qui est celui qui prend tout plein de pierres autour et puis il fait des sculptures, où il fait aussi avec des brindilles, enfin il fait des installations dans la nature. Tu lui as montré ton travail? Parce que donc lui, il fait ce travail aussi dans une recherche de redonner une vie à une pierre. Donc, qu'est-ce qu'une pierre sait faire et qu'est-ce qu'elle peut faire et qu'est-ce qu'elle peut devenir quand on les met toutes ensemble. Et je pense que ton travail est dans cette direction, mais ça donne encore une dimension encore plus forte dans cette devenir de la pierre. Disons que le parallèle avec la line d'art, ça revient régulièrement. La différence, c'est la préexistence, non? Et qui rend, disons, l'image, si l'on veut, ou possible, une des interprétations, disons, artistiques, non, si l'on veut. Mais c'est pour ça que moi, avant, j'ai voulu expliquer les recompositions en utilisant le terme technique. Non? Du point de vue technique, c'est ça. Non? Après, il y a tout autre. C'est ça, dans l'essentiel, pour moi, en tant qu'architecte, qui fait une restauration ou bien, je ne sais pas comment on peut appeler ça. Mais après, oui, c'est clair qu'il y a toute autre possibilité d'interprétation, mais le fait qu'on part d'une préexistence architecturale, ça rend, disons, dans la substance, différents les travaux. Non? Mais Et pour revenir à tes projets, parce qu'au début, je pensais que tu allais d'abord montrer les recompositions, puis les projets, parce qu'on a l'impression que ça pourrait être ta suite, quelque part. Tu as montré une maquette très impressionnante au début, que je vais remontrer, où tu ne gardes finalement que les murs. Donc on a envie de dire le squelette du bâtiment, et ça suffit pour toi pour parler de mémoire et de patrimoine. Enfin, je ne sais pas si j'interprète. Et tu as utilisé les mots espace et typologie qu'on a très peu entendu jusqu'ici, en tout cas pas la semaine passée, je crois, ou à peine. Et voilà, tu arrives à une définition, ce qu'on garde. Ce qu'on garde, c'est une définition de la culture, très, très sommaire. Ce qu'on garde, finalement, ça doit être l'essentiel, ça doit être uniquement est-ce que tu peux nous expliquer ce que toi tu ressens quand tu vois ça? C'est pas seulement la structure physique du bâtiment, c'est la typologie, c'est l'espace, c'est une relation aussi avec l'usage historique de ces bâtisses. Et quelle est la relation entre ceci, bien sûr, et les recompositions? Disons que le but de cette maquette était de comprendre la nature de ce complexe. Non? L'idée de faire cette maquette était, disons, aidée par le fait que, de toute façon, comme je dis, les dalles et le toit, ils étaient à refaire parce qu'ils étaient assez pourris. Non? Et donc, on a fait ça. Et ce qui reste, ce que l'on voit ici, bon, à part comprendre, disons, avec quoi on a à quoi faire, c'est... Disons, c'est vraiment le capital
historique avec lequel on a la chance de travailler. C'est-à-dire quand je vois ça, quand on a fait cette maquette, on s'est rendu compte, c'est pas, disons, le truc qu'on voit dans la photo, non, qui apparemment n'a aucune qualité, disons, ou bien c'est de l'architecture rurale pauvre, très pauvre, sans particulière, disons, oui, richesse, etc. Non, c'est l'autre. Non? Et l'autre chose qu'on a découvert, c'est vraiment quelque chose sur lequel on voulait, qui était, c'était là le patrimoine pour nous, non? Le patrimoine hérité, non? Simplement à sfruttare, à tirer, disons, avantage, non? Pour nous et disons, pour le projet en général. Mais c'est très rare de se confronter avec ce genre je veux dire, de situation initiale, non? Ces murs, ces tuyaux. C'est clair que quand on a individué le vrai caractère du bâtiment, ça devient plus facile, ça devient même envisageable disons, de faire ressortir ce caractère-là. Alors le fait de mettre les dalles à des niveaux différents, c'est pas du tout contradictoire avec ce qu'on a hérité. Pas du tout, parce que à l'intérieur de ces 4 espaces verticaux de 10 mètres, non, 3 étages plus ou moins, 9 mètres, on peut mettre les dalles où on veut, on ne va pas contre non, ce donné initial. C'est même une forme de le valoriser, non, parce qu'en mettant les dalles à des différents niveaux, disons, on utilise, non, alors qu'avec des dalles, disons, transversales, non, qui coupent les 4 volumes d'espace en horizontal, on commence déjà, disons, à contredire un petit peu, non, la nature, l'essence du bâtiment. Non. Et la relation avec les recompositions, c'est dans la méthode avant tout, je crois. C'est-à-dire, moi, j'essaye d'être, disons, au moins pour moi, objectif, pour ma façon de raisonner. C'est-à-dire, je dois, disons, construire une réflexion dans ma tête que, à mes yeux, soit inattaquable. Voilà. Donc, je ne travaille pas par variante, etc., en général. Et bon, ça, c'est ce qui met en relation, pour moi, les deux projets. Après, est-ce que les hauteurs de ces volumes sont en relation? Il y a une relation quelconque avec l'affectation de ces pièces? Oui, disons, il y a deux aspects qu'il fallait respecter, non? Ou 3 même. Un, ne pas passer de la salle de bain pour aller au salon, non? Dans ce système. Voilà, ça c'est. Ou pas passer, disons, laisser les espaces dans ce parcours qui se développe non sur une ligne, mais dans l'espace, parce qu'on peut aller d'un côté, mais aussi aller de l'autre côté. Garder les espaces plus privés, etc., à la fin de ce parcours. Une autre chose qui était importante, c'était de ne jamais monter et redescendre, ou descendre et remonter pour aller de quelconque point A à quelconque point B, parce que c'est très ennuyant, ça. Et donc, disons, en mettant ensemble, et après, oui, les fonctions, le salon, la salle à manger, la cuisine, etc., disons, c'est toutes des conditions qui ont venu ensemble. Si tu me donnes le laser, excuse-moi, je peux vous dire, disons, actuellement, quelles sont les fonctions. Là, c'est un petit salon intime avec une petite cheminée. Là, c'est aussi, c'est un salon plus grand, plus spacieux, plus ouvert aussi vers le jardin. Mais disons, ces 2 espaces-là, c'est ce que normalement on appelle le salon. Et ça, c'est l'entrée. Si on monte de ce côté-là, on arrive à la cuisine. Si on descend, on arrive à la cave. De la cuisine, si on monte, on arrive à la salle à manger, avec la table rouge que je vous ai montrée. Si on monte un tout petit peu, on arrive ici, c'est un petit bureau. Non?
Oui, là on pourrait dire le bureau, il est très haut pour être un bureau, oui. Mais bon, ça fonctionnait. Du bureau, on monte, on arrive dans cette petite salle, petit salon, si l'on veut, plus privé, en haut, où il y a 2 chambres, et la salle de bain et un vestiaire. C'est une combinaison de raisons, disons. Agir dans l'existence, c'est d'abord à comprendre le bâtiment dans lequel vous êtes, autant l'un que l'autre, au travers de maquettes, au travers de relevés, au travers de s'imprégner des lieux. C'est d'abord comprendre comment fonctionne le bâtiment, qu'est-ce qu'il était, quelle était sa fonction, comment il vivait. Ensuite, c'est en fait l'anamnèse, pour reprendre un terme médical. Et ensuite, le diagnostic. Qu'est-ce qu'il a, quelles sont les pathologies, etc. Et chacun, vous agissez en fonction de ce que vous avez analysé. Et en fait, le faire revivre, le faire renaître parfois, le réanimer, c'est tirer parti chaque fois des éléments essentiels du projet pour que ces éléments du bâtiment, de manière à ce que ces éléments essentiels soient toujours perceptibles, mais dans un nouvel usage. Et c'est vrai que le travail de cette maquette, le travail ici du plan, le travail que vous avez fait évidemment entre le rouge et le jaune, de bien déceler ce qui est essentiel, ce qui ne l'est pas, se ressent très bien dans la qualité du projet. Après, on sent que c'est des projets qui sont parfaitement imprégnés en fait des éléments essentiels de ce patrimoine. C'est jouer en fait avec les éléments essentiels du patrimoine. C'est pas forcément tout conserver pour conserver, mais tirer parti. Et on a des beaux exemples. Cette maquette, elle est extraordinaire parce que c'est pas habituel en fait d'avoir une maquette du volume intérieur comme ça, comme si on avait enlevé les murs et repéré ces dalles. C'est un bel objet en plus. Oui, disons, le but était justement de montrer que chaque local, chaque espace, il vit dans un certain sens par soi-même, mais en même temps il est relié à tout le reste. De votre côté, on voit des plans qui sont beaucoup plus meublés, n'est-ce pas? Désolé pour la qualité du beamer, le phare investit en ce moment dans un nouveau beamer, on aura des lignes un peu plus propres. Par contre, tout ça est exposé au fond si vous voulez regarder. On a des bubs, on a des textures, on a des matériaux différents, on veut travailler beaucoup plus sur l'image, sur le ressenti, sur l'émotion apportée par les ambiances. Vous travaillez. Est-ce que l'ambiance, ça vient très tôt dans le projet chez vous, ou plutôt au fur et à mesure que le projet se développe? Est-ce que c'est un mot-clé, les analogies, la Stimmung, l'ambiance, que vous utilisez pour parler de patrimoine aussi, dans ce genre de cas en particulier? Alors, dans le processus de fabrication des atmosphères, en fait, ça part toujours de la matière. Donc, on cherche toujours des matériaux, des vrais matériaux qui ont une capacité pas de se détériorer, mais de se patiner. Toutes les boiseries que vous avez vues sur le projet de l'abeille, c'est toutes des boiseries qui sont faites en vrai bois d'arbre, c'est en vrai sapin, c'est pas du MDF. Bon, après on le voit pas parce que c'est peint, mais on le voit dans la construction. On le voit dans dans la manière de le construire. Les portes sont des portes à panneaux parce qu'elles sont vraiment faites en sapin, les plaintes aussi. La poutre, elle était là. Le parquet aussi, c'est du bois massif. Et après, il faut qu'on trouve un compromis entre des matières et des gens qui les travaillent, qui font un travail manuel dessus, donc qui deviennent un peu chers dans nos latitudes, et le détail qu'on fait pour essayer de contrebalancer pour avoir un prix qui quand même ne soit pas exorbitant. Donc on réfléchit de quelle manière poser un parquet pour que ce soit très facilement posable, pour compenser le fait que en fait le parquet est à la base, la matière est un peu plus chère, mais l'ouvrier le pose plus vite, et comme l'ouvrier coûte cher, puis en fait de fil en aiguille, c'est un peu comme ça, je crois. Je sais pas si tu es d'accord. Bon, je mets
par rapport à la question de savoir quand vient la question d'atmosphère et de langage architectural, ça vient très vite au début du processus, en fait. Tout vient en même temps. Et je dirais, là, il y avait... Ce qui est assez intéressant dans le projet de l'abeille, je pense, c'est que on a eu beaucoup de chance, en fait. C'est qu'à un moment donné, il y a les idées qu'on avait envie de développer en termes de typologie en pensant aux résidents ont assez vite croisé la nature du bâtiment et ce qu'on voulait garder de la structure du bâtiment et donc ces idées d'enfilade, et tout d'un coup il y a une rencontre en fait assez extraordinaire entre une pensée de typologie pour l'utilisateur et le bâtiment dans lequel on doit agir. Et puis au niveau de la matérialité, c'est un peu pareil, c'est-à-dire qu'il y a aussi une pensée très tôt à l'égard de ceux qui vont habiter là, avec cette espèce d'idée de maison perdue ou retrouvée, et puis le fait qu'on a un bâtiment dans lequel on a dû tout enlever, mais il y avait déjà du grès, il y avait déjà des éléments de menuiserie faits avec des assemblages traditionnels. Donc finalement, on est aussi dans les choix de langage. D'un côté, l'intervention est assez brutale parce qu'on lui sort sa cage d'escalier, parce qu'on lui modifie sa typologie, parce qu'on change beaucoup de choses. Mais par contre, après, effectivement, le choix de langage architectural est vraiment dans la continuité de ce que ce bâtiment dans ce lieu-là veut être, en fait. Et c'est vrai qu'on s'impose pas ou on n'impose pas effectivement on essaye plutôt d'être à l'écoute que d'imposer quelque chose. Je crois que c'est une question d'empathie. Empathie pour le bâtiment, empathie pour les gens qui vont l'utiliser, empathie pour les matériaux qu'on utilise, auxquels on reconnaît une certaine noblesse et qu'on salue. Empathie pour l'ouvrier qui va les mettre en œuvre et puis la trace de sa main. C'est celui qui a mis toutes les petites baguettes dans le plafond. C'est pas la même chose que mettre comment est-ce qu'on dit, un truc en fond de coffrage. Je crois qu'il nous est vraiment reconnaissant. Oui, je pense. Je pense qu'il est fier de son travail. Hein? Non, je pense. On le ressent bien ici. Cette continuité, c'est ce qui fait la qualité de la valorisation du patrimoine. La rupture, le jeu entre rupture et continuité est aussi intéressant. Dans le cas du bâtiment de l'ancienne distillerie au bord du lac, la trace de ce mur qui devient vide, qui devient vitré, en fait, c'est évidemment une rupture, mais c'est une continuité de cette lecture. Donc on a constamment la lecture de ce site, la lecture de ce bâtiment, avec un nouvel usage. Mais est-ce que ça vous choque, cette partie de couper un mur qui est censé tenir un bâtiment comme ça? Non, choc, non, ça ne me choque pas. Oui, j'étais en train de réfléchir. Donc, qu'est-ce que j'aurais fait, moi, ici? Le choc, c'est qu'on a jeté les pierres dans le lac. Oui, ça c'est un peu choquant. Ouais. Mais je trouve que d'un côté c'est choquant, d'autre part le fait d'avoir gardé, disons, c'est un changement de matériaux, mais en même temps le volume reste le même. Donc, et derrière les vitrages, peut-être, je ne sais pas, mais la structure est lisible, donc ça me choque relativement. Pour ce projet, c'était par rapport à la lisibilité de l'existant, qu'est-ce qu'on fait nouveau, etc. On s'est posé cette question pour répondre à ce débat. Nous, on n'est pas particulièrement intéressés enfin, je ne sais pas qu'on n'est pas intéressé, c'est que je ne sais pas pourquoi on fabrique pas comme ça, nous. Ça nous est pas naturel.
de essayer de préserver l'existant, de le mettre en valeur, de le mettre en évidence, et puis de faire autrement pour qu'on puisse bien lire. On est plutôt dans le faire grandir le corps ou faire une excroissance du corps un peu dans la même génétique, et puis voilà, c'est une couche de plus qui est rajoutée, et puis le tout se lie, et puis c'est une chose qui grandit. Ici, il n'y avait pas du tout cette envie de faire disparaître le mur, et puis tout au contraire, c'était vraiment de garder la lisibilité du bâtiment tel qu'il était, et de, en fait, trouver une solution pour garder ces grands espaces en haut. Parce qu'il fallait mettre énormément de programmes. D'ailleurs, tous les autres projets qui ont participé à ce concours n'ont pas utilisé ce socle, et du coup, ils ont tout densifié à l'intérieur de ces gros volumes, et puis ces grands volumes, en fait, ils ont disparu. Donc, effectivement, il y a cette question de dire on efface ce mur, et puis en plus, à la place de ce mur, on met du verre. Je suis d'accord. Je ne serais pas toujours partante pour cette solution, mais en fait, là, c'était vraiment au profit de pouvoir garder ces grands espaces. Vous montrez des projets de concours, hein, oui. Ce qui montre que vous avez des conditions de compétition extrême, vous cherchez des solutions aussi. C'est toujours comme ça, non? Non, pourquoi? Ça pourrait être un mandat où là vous avez une liberté totale, disons. Je voulais revenir au projet de l'abbaye. En me documentant un peu sur votre projet, je me suis aperçu que sur le site internet de la maison d'accueil, il y a une place très importante qui est réservée au projet. C'est assez inhabituel, je dois dire. C'est vraiment une belle action du maître de l'ouvrage, de cette fondation. Une place qui est réservée au projet, qui est aussi importante que finalement l'activité qui est faite dans cette maison, l'activité de résidence, d'hôtellerie. Et ma question finalement, en tant qu'ancien maître de l'ouvrage, comment ça s'est passé cette relation avec de l'ouvrage, avec le maître de l'ouvrage, et cette continuité dans cette architecture, l'attitude que vous avez eue sur ce bâtiment? Est-ce que c'est aussi dû à cette programmation un peu unique, de mélange de lieux d'accueil par rapport à un programme un peu plus classique? Voilà. Je dirais, bon, tout d'abord, on le sait, pour faire un bon projet, il faut surtout un bon maître d'ouvrage. Après, il faut des gens derrière, mais c'est la base. Alors oui, c'était un bon maître d'ouvrage. Je pense que aussi parce qu'ils ont cette activité qui, elle aussi, est très empathique, a fait que c'était magnifique tout le long. Et la personne qui s'est occupée de ce projet dans notre bureau, Mona, qui a fait aussi un tandem avec le maître de l'ouvrage incroyable. Et en fait, c'était... Bon, bien sûr, il y a eu beaucoup de souffrances, beaucoup de... Voilà, comme dans tous les projets, dans tous les chantiers, beaucoup d'imprévus, beaucoup de tirage des cheveux, de qu'est-ce qu'on fait. Mais tout le monde tirait à la même corde. Donc... Mais je pense, si tu as été sur le site de la Croisée, ça transpire le fait que c'est une fondation et que les dirigeants ont une capacité d'écoute qui est niveau maximum. C'est ce qui leur permet de faire le travail qu'ils font avec les résidents qu'ils ont. Donc c'est vrai que cette capacité d'écoute, ils l'ont mise à disposition du processus, du projet, de ce qu'on leur proposait. Et puis du coup, il y a effectivement, nous on a, je pense, pas mal de chance par rapport aux maîtres d'ouvrage avec lesquels on a construit jusqu'à ce jour, mais là, on avait vraiment un niveau de discussion et de compréhension qui était extrêmement incroyable, quoi. Ouais. On va arrêter les discussions ici pour laisser un peu le temps au public de discuter aussi avec vous et des projets devant les maquettes qui sont exposées au fond et puis devant les images qui sont exposées et devant un verre de vin parce qu'il reste encore des bouteilles qui ne sont pas terminées, j'ai l'impression.
Voilà. Moi, il me reste à vous remercier. À moins qu'il y ait une question dans la salle, quelqu'un veut aborder un point, on peut encore le faire. Sinon, je remercie tout le monde, vraiment chaleureusement d'être venu depuis le Tessin jusqu'ici, pour présenter vos projets qui sont tout à fait soufflants. Merci beaucoup à vous deux d'être venus aussi présenter vos travaux, et merci à vous pour la modération. Bonne soirée à tout le monde.